Salut à tous, aujourd'hui on va encore parler d'un film très attendu, mais avant toute chose, j'aimerais rapidement revenir sur un élément de la précédente vidéo. En effet, comme vous avez peut-être pu le constater, à 2 minutes 48, une petite faute d'orthographe s'est glissée dans un sous-titre. Là, juste là. Je tiens donc à féliciter tous ceux qui ont remarqué cette petite faute qui était bien évidemment volontaire. J'ai procédé à un tirage au sort pour déterminer un vainqueur parmi tous ces spectateurs attentifs, et ainsi pouvoir récompenser son attention. Mais on en parlera à la fin de la vidéo, car ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est X-Men Days of Future Past. X-Men Days of Future Past marque le retour de Bryan Singer aux manettes de la franchise 11 ans après X-Men 2 et après que Brett Ratner et Matthew Vaughn se soient respectivement occupés de X-Men 3 et du préquel X-Men First Class. Je vais rapidement présenter X-Men pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et oui, il y en a. X-Men est l'adaptation d'un comic book Marvel créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. L'histoire se passe dans une réalité alternative où l'humanité fait face à l'apparition de mutants, qui sont des humains ayant développé des pouvoirs physiques ou psychiques. L'histoire s'intéresse à la façon dont cohabitent les deux espèces et pose de nombreuses questions philosophiques sur l'acceptation des différences. Car comme on peut s'y attendre, les humains ont majoritairement peur des mutants et ne veulent pas se mélanger à eux, certains cherchant même à trouver un moyen de les exterminer. Du côté des mutants, il y a deux groupes. Les gentils, qui cherchent simplement à cohabiter avec les humains, sont menés par Charles Xavier, puissant télépathe et directeur d'une école pour mutants dans laquelle ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. De l'autre côté, il y a les méchants, menés par Magneto, l'un des mutants les plus puissants, capable de contrôler le métal, et qui considère les mutants comme l'évolution logique d'une humanité qu'il souhaite voir réduite en esclavage. L'un des points très intéressants de X-Men réside dans la relation complexe qu'entretiennent Xavier et Magneto, ennemis sur le plan idéologique, mais amis sur le plan personnel, évitant ainsi le manichéisme inhérent aux autres fictions du genre. Et ça, c'est plutôt cool. La première adaptation cinématographique de cet univers date de 2000, et ça va peut-être en faire hurler certains, mais je dois avouer que j'ai jamais été très fan des films. C'est bon, on se calme les gars. Et pourquoi on se calmerait? Hein? Donne-nous un bon argument. Ouais Dédé, ça c'est bien parlé. N'est-ce pas? Alors? Je sais pas, peut-être que j'avais pas fini ma phrase. T'as de la chance. Bref, j'ai jamais été très fan des X-Men donc... Putain sérieux, vous êtes lourd. J'ai donc jamais été très fan de X-Men, à part en ce qui concerne First Class, ou le commencement, comme vous voulez, que j'ai trouvé vraiment super grâce à la mise en scène de Matthew Vaughn, mais aussi à son scénario très bien écrit, intégrant habilement les mutants dans la crise des missiles de Cuba de 62, et surtout grâce à son casting absolument parfait, James McAvoy, Michael Fassbender et Jennifer Lawrence formant un trio ultra charismatique, apportant épaisseur et humanité à leurs personnages, chose qui manquait vraiment à la précédente trilogie où je n'étais jamais vraiment arrivé à m'attacher aux personnages. Mais je ne pense pas être le seul à adorer First Class parce qu'il a une réputation plutôt solide auprès des fans et que beaucoup le considèrent comme le meilleur de la saga. Il était donc acquis que la Fox allait produire une suite. Seulement ils ont été plus ambitieux et au lieu de simplement livrer une suite, ils ont cherché à concevoir ce qu'on pourrait appeler un film somme, dans le sens où il prend bien sûr la suite de First Class, mais aussi de la trilogie originale et des 2 spin-offs centrés sur Wolverine. Pour ce faire, l'intrigue repose sur un voyage dans le temps. Oui bon stop. Ça va spoiler chérie. Attention, je m'apprête à spoiler la première moitié du film. Si tu n'as pas vu le film, je te conseille de te rendre à 4 minutes 50. Sinon tant pis pour toi, je t'aurais prévenu. X-Men Days of Future Past commence dans un futur dévasté où l'on apprend que des robots appelés les Sentinelles, conçus pour détruire les mutants, ont causé une guerre qui a pratiquement éradiqué les deux espèces, humaines et mutantes. Wolverine est donc envoyé dans le passé par Charles Xavier et Magneto dans le but d'empêcher l'événement déclencheur de ce chaos, à savoir le meurtre du concepteur des Sentinelles par Raven alias Mystique. En effet, suite à ce meurtre, elle s'est faite capturer et son pouvoir de transformation a servi à élaborer des Sentinelles encore plus perfectionnés, capables de s'adapter à n'importe quel mutant qu'elle combatte. Wolverine débarque donc en 1973 et rejoint un Charles Xavier dépressif et reclus depuis les événements du précédent film. Il parvient à le convaincre de sa bonne foi, mais tout ne se passe pas comme sur des roulettes, car ils ont également besoin de Magneto, dont Charles ne veut plus entendre parler. Wolverine insiste et Charles cède, mais le petit problème c'est que Magneto est retenu prisonnier au Pentagone pour l'assassinat de JFK. Pour le faire évader, il demande l'aide de l'un des personnages les plus cool du film et de la saga X-Men, à savoir Vif Argent, joué par Evan Peters que vous avez peut-être déjà vu dans American Horror Story ou dans le premier Kick-Ass. Et c'est d'ailleurs le moment d'une petite anecdote. Si Vif Argent apparaît dans X-Men Days of Future Past sous les traits d'Evan Peters qui s'est fait connaître grâce à son rôle du meilleur ami de Kick-Ass dans le film éponyme, le personnage est également censé apparaître dans Avengers 2 Age of Ultron, joué cette fois-ci par Aaron Taylor Johnson, alias Kick-Ass himself. De plus, Days of Future Past devait à l'origine être réalisé par Matthew Vaughn, réalisateur de X-Men First Class, mais aussi de Kick-Ass. Alors, c'est pas un truc de fou furieux ça? Hein? Les deux meilleurs ennemis réunis, le plan consiste à trouver Mystique avant qu'elle ne commette l'irréparable en tuant Bolivar Trask, joué par Peter Dinklage. Et oui, c'est Tyrion. Et je vais m'arrêter là dans les spoilers. Disons les choses simplement, le film est bon, mais sans éclat particulier.
Je m'explique. L'histoire est intéressante, mais elle va exactement là où on l'attend, sans jamais vraiment nous surprendre. Et si l'idée de départ est extrêmement bonne et ambitieuse, au final son déroulement est plutôt classique, et c'est assez dommage parce qu'il avait vraiment de quoi faire en combinant la trilogie originale avec le préquel. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu ça ailleurs, raison de plus pour mettre les bouchées doubles niveau scénar. J'ai vraiment apprécié la première heure qui mettait l'intrigue en place de manière très bien gérée et rythmée, notamment grâce à l'introduction se déroulant dans le futur, visuellement superbe, et la séquence culte en devenir impliquant Vif Argent, à la fois drôle et très bien réalisée. Malheureusement, une fois passé cette première heure, une fois l'intrigue en place, tout est devenu très classique. Magneto est incontrôlable, il n'en fait qu'à sa tête, les autres essaient de l'arrêter, tout le monde savait que ça se passerait comme ça et il n'y a pas vraiment de prise de risque à ce niveau-là. La grosse prise de risque par contre elle se situe dans les 5 dernières minutes où tout ce qu'on croyait savoir sur la saga X-Men est remis en question. C'est plutôt une bonne chose, mais je me demande si justement c'est pas un peu trop extrême. En parlant de choses extrêmes d'ailleurs, Bryan Singer et ses scénaristes ont fait le choix d'ignorer certains événements majeurs survenus dans X-Men 3. Et je trouve ça vraiment dommage dans le sens où en faisant ça, la cohérence de la saga est réduite en miettes. Après on pourra dire que c'est un mal pour un bien, parce qu'ils tentent de rattraper les erreurs commises sur le 3ème volet, mais c'est vraiment casse-gueule de faire ça. S'il avait fait comme si X-Men 3 ne s'était jamais passé, j'aurais été un peu moins gêné. Mais ce n'est pas le cas. Il tient compte de certains événements, et pas d'autres. Et moi qui suis plutôt du genre à chipoter sur la cohérence dans les sagas, c'est le genre de truc qui me gêne énormément. Et quand je me mets à la place des spectateurs qui ne sont pas forcément au courant des partis pris de Bryan Singer et de ses scénaristes, je me dis qu'ils vont être complètement perdus. Et c'est vraiment pas une bonne chose. Un autre défaut qui n'en est pas vraiment un mais qui va peut-être déplaire aux fans de Wolverine, le personnage est vraiment au second plan. Dans le film, Wolverine nous sert de point de repère, tout simplement. Les personnages principaux sont Xavier, Magneto et dans une moindre mesure Mystique. Ça pourra donc en décevoir certains dans le sens où il subit les événements plus qu'il n'en est le moteur. Néanmoins, rassurez-vous, il est badass, il est cool, il est comme on l'aime. Mais ce n'est pas son histoire qu'on raconte. Bon là je mets l'accent sur les défauts et je donne l'impression de ne pas avoir aimé le film. Mais c'est faux, je vous rassure tout de suite, le film n'est pas mauvais. À part en ce qui concerne son manque de cohérence avec le reste de la saga, les défauts ne sont pas vraiment gênants. Je pourrais pas clôturer cette chronique sans dire quelques mots sur Bishop, joué comme vous le savez par Omar Sy. Omar dans X-Men. Les gars, Omar dans X-Men. C'est comme si je vous disais Danny Boone dans Batman vs Superman. Et il est bon, franchement, crédible. J'ai jamais vraiment eu l'impression de voir Omar Sy dans X-Men, j'ai eu l'impression de voir Bishop. Bon, il n'a pas un rôle énorme, mais c'est un premier pas plutôt encourageant et je lui souhaite une très bonne continuation sur le tournage de Jurassic World. Et ouais, Omar Sy, dans Jurassic Park 4. En bref, X-Men Days of Future Past est un très bon divertissement mais qui ne va malheureusement pas au bout de son potentiel. J'ai lu beaucoup de critiques qui nous présentaient un film qui repoussait les limites, qui allait changer la donne au sein des films de super-héros, mais non, c'est juste une continuation de la saga X-Men. Original et réussi, certes, mais pas révolutionnaire pour autant. J'aurais par exemple apprécié qu'on passe plus de temps dans le futur, qui est une période qui n'a jamais été explorée dans la saga, et qui en plus profitait d'une direction artistique assez géniale. Pour ce faire, je pense qu'une petite demi-heure en plus n'aurait pas été de trop, ça aurait permis au film de gagner en rythme. Mais si on passe sur ces quelques défauts, vous prendrez quand même votre pied grâce à son casting 5 étoiles, son humour et ses scènes d'action assez géniales. Et ça reste l'un des meilleurs X-Men. Pas aussi bon que First Class, mais quand même. Et voilà donc le fameux gagnant dont je parlais au début de l'émission. Il a assuré en remarquant la pitoyable faute d'orthographe laissée volontairement par mes soins dans la précédente vidéo, et il mérite donc une belle récompense. Voilà, je vous laisse sur cette note festive, et je vous dis à bientôt. Je comprends pas. C'est quoi que je gagne? Tu vas voir. Pour l'instant, tout ce que t'as à faire, c'est prendre ce panneau et dire bien fort X-Men c'est de la merde. Quoi? Tu verras. Bon, maintenant je sors, t'attends 5 secondes et tu fais ce que t'as à faire. X-Men? C'est de la merde.